Nous abordons aujourd'hui une pensée considérée souvent, et peut-être à juste titre, comme assez difficile, à savoir celle de Martin Heidegger. Je vais écrire son nom au tableau. Alors, ce philosophe allemand a exercé une influence considérable sur la philosophie du XXe siècle, de la première moitié et de la deuxième moitié du XXe siècle. Il faut peut-être, avant d'étudier sa pensée, essayer de comprendre tout d'abord dans quel milieu, dans quel environnement cette pensée s'est élaborée. Vous savez en effet que les philosophes ne sont pas de purs esprits qui construisent un système, ils s'inscrivent toujours dans l'histoire. Alors, Martin Heidegger est né en 1889 dans le pays de Bade, donc dans le sud de l'Allemagne, et il est décédé en 1976. Donc, il avait presque 87 ans. Il est issu d'un milieu catholique, même très catholique, et toute sa vie sera marquée par un conservatisme évident sur le plan politique. Il fait d'abord des études de théologie qu'il va bientôt abandonner au profit d'études de philosophie. Son maître en philosophie s'appelle Edmund Husserl. Qui était juif. C'est pas sans incidence sur la suite des événements. À l'époque où Heidegger s'intéresse à la philosophie, il va d'abord être assistant à l'université de Fribourg, avant d'enseigner quelques années pour une courte période à l'université de Marbourg, et finalement il reviendra enseigner à cette même université de Fribourg, où il va succéder à Edmund Husserl, qui avait été son maître. Dans les années 20, en Europe, dans le monde, mais plus particulièrement en Allemagne, la société connaît une crise importante. On est au lendemain de la Première Guerre mondiale, il y a une grande crise morale. Vous savez que tous ces jeunes garçons qui se sont battus dans les tranchées en ont été profondément marqués, ils ont beaucoup souffert. Misère physique tout d'abord, misère morale ensuite. C'est au lendemain de la Première Guerre mondiale que naît le surréalisme, en France avec André Breton et Philippe Soupeau par exemple. C'est pendant la Première Guerre mondiale également que naît en Suisse, à Zurich, le dadaïsme, littérature, entre autres pour représentant l'écrivain qui écrit en français mais d'origine roumaine, Tristan Tzara. Et la jeunesse et les écrivains, les artistes aussi, se réfugient volontiers dans un monde onirique, dans le monde du rêve.
la société est marquée par une croissance économique qui ira cas à cas. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, on assiste à un phénomène de surproduction qui est lié au fait essentiellement que les pays qui s'étaient retirés des marchés sur le plan international parce qu'ils devaient consacrer toute leur économie, tous leurs efforts à la guerre, je pense à la France, à l'Allemagne, à l'Angleterre en particulier, et qui avaient cédé la place aux États-Unis, qui en avaient profité pour occuper tous ces marchés, reviennent dès 1919-1920 sur la scène économique, et on va assister à une concurrence sans merci, à une compétition sans merci entre ces puissances économiques. Il va y avoir donc surproduction, c'est l'époque de la spéculation également qui va conduire à la fameuse crise d'octobre 1929 à Wall Street, qui va avoir des conséquences internationales. Sur le plan des idées, dans le domaine de la science, on assiste également à une crise. Il y a des physiciens ici, enfin des scientifiques dans l'auditoire. Ils ont, je suppose, ah non, peut-être en première, peut-être pas, mais vous aurez par la suite des notions sur la physique quantique, qui, comment dirais-je, est en concurrence au début du XXe siècle avec la théorie de la relativité d'Albert Einstein. Or, à la fois la philosophie quantique et d'autre part la théorie de la relativité remettent en cause la vision mécanique de l'univers que l'on avait depuis le dernier quart du XVIIe siècle, c'est-à-dire depuis Newton. Avec la théorie mise en place par la physique quantique, on introduit une notion, enfin plutôt une position qui est difficilement tenable et qui conduit à une crise. En effet, pour mesurer la vitesse d'une particule, élémentaire donc, on doit supposer préalablement une position de la particule ou inversement, pour déterminer la position de la particule, on doit fixer préalablement une vitesse et par conséquent, c'est la subjectivité de l'observateur qui intervient, qui entre en jeu. Donc on doit fixer une des deux variables. Donc vous voyez les conséquences que cela a sur le plan philosophique. Si préalablement on dit pour déterminer la position de la particule, il faut déterminer, fixer, c'est l'observateur qui fixe la vitesse, ou inversement, on voit très bien qu'on n'est pas dans des phénomènes quantifiables empiriquement. Or, c'était l'empirisme que depuis Bacon, depuis le début du XVIIe siècle, était, je dirais, la voie royale en matière scientifique. Vous vous souvenez, je vous ai parlé très rapidement de Francis Bacon, B-A-C-O-N, qui était le Premier ministre, le chancelier du roi d'Angleterre, Jacques Ier, et qui avait fixé les règles de l'empirisme, qui va être la philosophie des sciences dominantes au XVIIe, XVIIIe siècle en Angleterre, et qui va également avoir des émules en France, par exemple avec Condillac. Ça, c'est le premier élément. On assiste, de manière plus générale, à une crise de la raison. Et c'est cette crise de la raison qui va amener quelqu'un comme Heidegger, ou un autre personnage, qui est son maître d'ailleurs, Husserl, qui est antérieur d'une génération, à essayer de résoudre cette crise
de la pensée scientifique, mais sur le plan philosophique. Heidegger va écrire son maître ouvrage en 1927, lorsqu'il publie Être et temps, et non pas l'être et le temps comme on le voit parfois. Être et temps, puisqu'en allemand, ça se dit Sein und Zeit. Pour ceux qui ne connaissent pas l'allemand, je vais écrire ceci au tableau. Donc cet ouvrage date de 1927. Vous avez peut-être eu l'occasion de voir à la télévision, si vous regardez parfois Arte, c'est une chaîne que l'on regarde, dont on regarde malheureusement trop peu souvent les programmes. Vous savez que c'est une chaîne franco-allemande, mais qui fournit d'excellentes émissions, d'excellents documentaires. Et il y a un bon mois et demi, on a rediffusé cette œuvre hallucinée et hallucinante de Fritz Lang, qui est un cinéaste allemand qui va fuir, qui va émigrer aux États-Unis au moment de la montée du nazisme, et qui a réalisé un film tout à fait étonnant qui s'intitule Métropolis. Je ne sais pas si certains parmi vous l'ont vu il y a un mois et demi sur Arte. En fait, ce film date de 1927, c'est-à-dire l'année même où Heidegger publie Sein und Zeit, c'est-à-dire être et temps. Le mot Sein ici, il ne faut pas s'y tromper. Vous voyez qu'il n'y a pas d'article défini qui précède. C'est donc le mot sous sa forme verbale, en tant que verbe, et non pas en tant que substantif qui est utilisé ici. Alors que pour Zeit, il n'y a aucune ambiguïté possible. Ça ne peut être qu'un substantif. Et dans cette œuvre de Fritz Lang, on voit en fait toute une ville qui vit grâce au travail d'ouvriers qui travaillent dans des souterrains, dans une ville souterraine, une cité souterraine, pour une sorte de Moloch industriel, autrement dit une sorte de super machine qui fait vivre toute la cité qui se trouve en surface. Autrement dit, cette ville qui est représentée par Fritz Lang, c'est le monde de la technique poussé à son extrême, ou plutôt la ville souterraine. C'est le monde de la technique poussé à son extrême. Ça fait d'ailleurs un petit peu penser, par certains de ses aspects, au film Les Temps modernes, de Modern Times de Charlie Chaplin, que vous connaissez certainement, et qui conduit à un monde absurde, sans aucune humanité. Alors, quelles sont les solutions qui vont être apportées par Husserl, sur lequel je ne vais pas insister, et surtout par Heidegger? Alors, Husserl est à l'origine d'un système que l'on appelle la phénoménologie. Et comme pour Husserl, il n'y a pas moyen d'atteindre l'être en tant que tel, on ne peut que décrire les phénomènes, entre autres grâce à l'intuition. Heidegger va suivre une autre voie, bien qu'étant influencé par son maître Husserl. La question fondamentale qui parcourt toute l'œuvre de Heidegger, c'est qu'est-ce que l'être?
Et pour lui, c'est la seule question, finalement, de la philosophie. Qu'est-ce que l'être? Sa question, c'est pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Autrement dit, sa philosophie est basée sur l'étonnement. C'est l'attitude première de la philosophie, c'est de s'étonner et de poser cette question fondamentale qui est donc pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? L'étonnement en grec, ça se dit thomazein. Heidegger écrit dans une langue relativement obscure, mais je dirais volontairement obscure. Parce que pour lui, l'être, le problème de l'être est un mystère. L'être n'est pas accessible directement par la raison. Pour lui, la voie privilégiée pour atteindre l'être, c'est la poésie. Et il a lui-même publié un ouvrage sur un grand poète romantique allemand, donc de la première moitié du XIXe siècle, qui s'appelle Hölderlin. Hölderlin. Il me semble intéressant, puisque je vous parle de cette langue assez hermétique de Heidegger et qui est immédiatement reconnaissable, de vous lire un passage essentiel à mes yeux du chapitre 2 de son introduction à la métaphysique. Et vous allez voir, ou plutôt vous allez entendre, et je l'espère aussi écouter, et pas seulement entendre, quels sont les termes que Heidegger utilise pour poser le problème. Je vous lis donc deux courts passages, mais qui sont vraiment au cœur de la problématique de Heidegger. Donc, Heidegger, ça n'a pas de sens de le lire si on n'a pas des notions d'allemand, parce que moi-même ici, j'utilise un texte, une édition bilingue qui a paru dans la collection Point, sous le titre Grammaire et étymologie du mot être, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec la traduction qui est donnée. Je trouve que la traduction est un peu alambiquée et loin d'éclairer le texte de Heidegger, à mes yeux, elle le complique. Alors, je vous lis ces deux extraits, ces courts extraits, qui posent vraiment le problème. Et je vous donne chaque fois la traduction revue et corrigée, si possible, quand je le peux, par moi-même. Donc, sein, sagt für die Griechen, die Ständigkeit in dem Doppelsinne. Donc, être, vous voyez bien qu'ici il s'agit du verbe, il ne s'agit pas du substantif. Alors, veut dire pour les Grecs, alors, la stabilité au double sens de. Alors, il donne les deux sens de être en tant que stabilité pour les Grecs.
faut savoir que Heidegger adore l'étymologie. Hein, il essaye toujours de retrouver l'origine des mots. Parce que pour lui, on a perdu le sens de la langue. Et la langue est essentielle pour Heidegger. Alors, donc, Eis. Das in sich stehen als entstehendes, physis. Se tenir en soi comme prenant à partir de là son essor. Donc, physis, c'est un mot que j'ai déjà utilisé lorsqu'on a vu les présocratiques, vous vous souvenez, au début du cours, la physis, la nature, que j'ai traduit par la nature, mais vous savez, hein, ce sont des traductions à la va-vite pour se faire comprendre. Hein, physis qui a donné le mot physique, vous vous souvenez. Alors, als solches, aber ständig, das heißt bleibend, verweilend, en grec donc ousia. Donc, en cette stabilité, trouver sa constance, c'est le mot le plus important ici, ce qui signifie s'y attarder, ousia. Alors, je vais peut-être écrire le ousia, ça c'est un terme qu'on n'a pas encore vu jusqu'à présent, je crois. Ousia, c'est ce qu'on traduit un peu rapidement par essence. Donc, translittéré en caractère latin, c'est ceci. Hein, en grec, c'est ousia. Ça va? Alors, vous allez voir que ce qui suit est essentiel. Alors, nicht sein heißt demnach. Donc, ne pas être signifie dès lors. Aus solcher in sich entstandenen Ständigkeit heraustreten. Donc, ne pas se maintenir en une telle stabilité, n'ayant dû qu'à elle-même son propre surgissement. Être déstabilisé, autrement dit. Je vais reprendre ça avec des termes plus simples après, hein, mais je vous lis d'abord le texte. C'est ce qu'on doit faire en bonne méthode. Hein. On lit le texte et puis on l'interprète. Alors, en grec, ça donne donc existastai. Existenz, existieren, bedeutet für die Griechen gerade nicht sein. Donc, existastai, je l'écris au tableau, translittéré d'abord, hein, et puis en caractère net. Existastai. Hein, donc, qui traduit par existence. Donc. Et alors, vous allez voir, vous avez compris que pour lui, il y a une contradiction totale, parce que, en français, et ce qui va suivre, on traduit souvent être, ou on l'interprète par exister. Quand on dit qu'une chose est là, on dit c'est qu'elle existe. Tu es là, ça veut dire que tu existes. Mais il nous montre que c'est un contresens absolu, cela. Puisque existastai, en grec, ça signifie ne pas être. Donc exister, en grec, ça signifie ne pas être. Voilà. Alors, die Gedankenlosigkeit und Verblasenheit
in der man das Wort Existenz und Existieren zur Bezeichnung des Sein gebraucht, belegt erneut die Entfremdung gegenüber dem Sein und einer ursprünglich mächtigen und bestimmten Auslegung seiner. Donc, l'indigence de la pensée, Gedankenlosigkeit, et la platitude, Verblasenheit, avec lesquelles on dit existence, exister, pour désigner l'être, c'est ce que je vous disais il y a 30 secondes, atteste une fois de plus à quel point l'être nous est devenu étranger. Vous vous souvenez, il dit Entfremdung. Et à quel point nous sommes loin de l'interpréter dans toute sa vigueur originelle, avec tout son relief. Donc, pour lui, nous avons perdu le sens des mots, et que pour lui, toute la philosophie s'est égarée. Et on va voir bientôt que la métaphysique, il va la renier, car pour lui, la métaphysique, c'est l'oubli de l'être. La métaphysique, à ses yeux, c'est l'aboutissement de la science, qui a pour application la technique. Et pour lui, la technique, c'est l'oubli de l'être. Donc on a tellement oublié l'être qu'on a oublié qu'on l'a oublié. Je reprends? Donc, pour lui, la métaphysique, c'est l'aboutissement de la science. Parce que pour lui, la science travaille sur ce qu'il appelle des étangs, Seiendes, l'étang. L'étang, je vous ai déjà dit, c'est E accent aigu, T-A-N-T, c'est pas l'étang dans lequel on va nager, bien entendu. Ça va? L'étang. L'étang, c'est ce qui est en face de vous. Vous vous souvenez, je vous ai parlé dans un cours antérieur de l'objet, sauf ici, ce n'est pas l'objet. Enfin. Alors, pour lui, la métaphysique, c'est l'oubli de l'être, parce que les philosophes, les métaphysiciens se sont trompés de voie en essayant de rationaliser et d'essayer de définir ce qu'est l'être, de le définir. Or, l'être, il va le dire un peu plus loin ici, pour lui, est indéfinissable, ou plus exactement, il est indifférencié, indéterminé, alors que les étangs, eux, ont une finalité, ont une détermination. Et lui, pour lui, et je reprends ce que je disais tout à l'heure, la technique, vous vous souvenez, cette technique dont Fritz Lang a montré l'absurdité, parce que cela conduit à une déshumanisation complète. Eh bien, cette technique, qui est une application de la science, c'est l'oubli de l'être. Parce que la métaphysique a oublié la voie de la recherche de l'être, qui est l'écoute de l'être. Parce que pour lui, l'être, on ne peut pas le définir, je dirais, scientifiquement, avec les méthodes de la philosophie rationaliste. C'est pour ça qu'il aime tellement les présocratiques. Parce que pour lui, les présocratiques baignent dans une atmosphère qui leur fait pressentir ce que c'est que l'être. Mais d'une manière poétique. Effectivement, si vous lisez les fragments des présocratiques, réunis par 10, vous allez voir qu'ils s'expriment dans un langage très poétique. Si vous lisez Parménide, si vous lisez Héraclite, et les autres que je vous ai cités, Anaximène, Anaximandre, ils s'expriment dans un langage poétique, et c'est par ce langage poétique qu'ils essaient de faire surgir. Vous vous souvenez que c'est un mot qui est utilisé ici,
J'ai parlé de stehen. Hein. Alors, autre passage, et c'est le dernier, ne vous en faites pas, je ne vais pas passer mon temps, je vais essayer de le regarder. C'est tout à la fin. Voilà. Alors, là, c'est la phrase essentielle que je vous citais tout à l'heure. Als die Grundfrage der Metaphysik fragen wir, donc, comme question de base fondamentale de la métaphysique, nous demandons, warum, ça c'est la question, hein, c'est celle que j'énonçais tout à l'heure, warum ist überhaupt Seiendes und nicht vielmehr nichts. Donc, pourquoi y a-t-il de l'étant, Seiendes, und nicht vielmehr nichts, et pas plutôt rien? Et il poursuit. Alors, in dieser Grundfrage schwingt, alors ça c'est un mot qu'il aime bien, hein, schon die Vorfrage. Alors, en cette question fondamentale, vibre, schwingen, c'est vibrer, et ça la notion pour lui, l'être vibre en nous. Déjà la question préalable, hein, Vorfrage, wie steht es mit dem Sein? Qu'en est-il de l'être? Alors là, vous voyez bien que Sein est utilisé en tant que substantif et non pas en tant que verbe. Alors je poursuis. Was meinen wir in den Worten sein, das Sein? Que visons-nous à travers les mots être et l'être? Wir kommen beim Versuch zu antworten sogleich in Verlegenheit. À peine tentons-nous de répondre à cette question que nous voilà dans l'embarras. Wir greifen ins Ungreifbare. Alors, ce que nous apprêtions à saisir se dérobe, est insaisissable. Dennoch sind wir fortgesetzt, vom Seienden betroffen, auf Seiendes bezogen, uns selbst als Seiende wissend. Et pourtant, nous continuons d'être concernés par l'étang, hein, Seiendes, d'être rattachés à l'étang, auf Seiendes bezogen, de nous aviser de nous-mêmes comme étant. Et enfin, dernière phrase, et c'est la conclusion, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, das Sein gilt uns gerade noch als ein Wortlaut, als ein vernutzter Titel. Donc l'être, ce n'est plus guère pour nous qu'un simple vocable, un terme usé. Bon, je relus très attentivement donc l'introduction à la métaphysique et il m'a semblé que c'était les deux passages, hein, qui sont au cœur de la problématique de Heidegger. Alors maintenant, comment accéder à l'être? Je vous ai parlé tout à l'heure de la poésie qui nous parle. Elle nous parle, la poésie. Elle peut nous faire accéder à l'être. Pour lui, il y a encore trois autres moyens qui nous permettent d'accéder à l'être. Il y a tout d'abord l'ennui, il y a ensuite la joie, et il y a enfin l'angoisse. Donc l'ennui, la joie, l'angoisse. L'ennui tout d'abord. Ça va vous paraître curieux comment dirais-je, d'accéder à l'être par le biais de l'ennui. En effet, s'ennuyer, c'est quoi? C'est considérer que toutes les choses se valent, les choses, les êtres. Tout se vaut, autrement dit, il n'y a plus de sel dans l'existence, hein, vous ne parvenez plus à prendre votre pied, si je puis dire. Hein. C'est ça, l'ennui. Vous vous ennuyez. Et pour lui, l'ennui nous fait prendre conscience plutôt que
nous recherchons toujours des utilités qui finalement n'en ont pas. Autrement dit, sa vision n'est pas celle, puisqu'il s'oppose à cela, à la technique. Il s'oppose à ce monde où tout fonctionne comme ça, de manière absurde, où on a toutes des finalités les unes derrière les autres, mais enfin, où à un moment donné, plus rien n'a de sens. C'est pour ça qu'il part de Nietzsche pour s'y opposer. Nietzsche, dont la philosophie est liée à la volonté de puissance, on recherche la puissance pour la puissance. Vous savez qu'on vit dans un monde, à l'heure actuelle, où on recherche le profit pour le profit. C'est même plus le profit pour quelque chose d'autre, non, c'est le profit pour le profit. C'est la domination pour la domination, c'est même plus la domination pour autre chose. On voit bien avec ce qui se passe dans le monde financier en particulier. Et à son époque, bien entendu, la domination pour la domination. Lui, curieusement, il ne visait pas Hitler, parce qu'il adhérait au parti nazi. Ça paraît paradoxal, mais c'est comme ça, je vous explique. Enfin, j'espère ne pas oublier de vous en parler en quelques instants. Lui, ce qu'il visait, c'était l'URSS et sa planification, et ce qu'il visait également, c'était les États-Unis, le capitalisme. Et donc, pour lui, le nazisme, il s'est fourvoyé, mais il n'a jamais renié complètement, vous savez, jusqu'à sa mort en 1976, parce que dans une interview qu'il a donnée à Der Spiegel, il ne renie pas du tout le nazisme. Pour lui, c'était une voie, mais simplement, il utilise toujours des termes philosophiques, mais à travers les mots, on comprend quand même ce qu'il veut dire. Alors pourquoi il n'a pas renié le nazisme? Parce que pour lui, à l'origine, quand il adhère au national-socialisme, c'est évidemment avec une vision qui est évidemment pas celle du militant de base du nazisme, on le comprend bien, c'est que pour lui, chaque peuple doit suivre son destin, et c'est basé sur la notion d'être, justement, l'être. Et le peuple ne peut pas trouver la solution par lui-même, et donc il a besoin de suivre le chef, donc le Führer, le guide, littéralement. Le destin, pour lui, c'est ce qu'il appelle au niveau de l'homme, l'individu, le Dasein, c'est-à-dire l'être là, le Dasein, l'écrit au tableau. Je vais l'écrire en un mot, mais si je le montre en l'écrit en deux mots pour que ce soit visible et compréhensible. Sein, c'est être, et Das, c'est là. Donc le Dasein, c'est l'être là. L-A, accent grave. Alors je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Je vous parlais de l'ennui. Eh bien, à un moment donné, on se rend compte que la recherche de l'utilité, à un moment donné, l'utilité pour l'utilité, n'a pas de sens. Et autrement dit, c'est l'ennui qui vous fait prendre conscience du néant. A contrario, puisque le monde dans lequel on est n'a pas de sens, puisqu'il ne recherche plus ce qui est essentiel, c'est-à-dire l'être. Donc l'ennui nous permet d'accéder au néant. Et c'est en creux, grâce à la perception de ce néant, que l'être va ressurgir. Donc c'est à partir du néant que l'être surgit. On va voir ce que Sartre va en faire en 1943 dans L'être et le néant, un grand ouvrage de Sartre. Mais pour Sartre, le néant, c'est l'homme. Et l'être, ce sont les choses. Donc la chaise, les tables, etc. Le monde, ça c'est, comment dirais-je, donc l'être. Pour Sartre, je dis bien, qui s'est inspiré de la philosophie de Heidegger, et puis qui s'en est éloigné. Il l'a perverti, parce qu'il ne connaissait pas très bien l'allemand, et puis bon, il a voulu construire son propre système existentialiste, comme celui de Heidegger. Alors effectivement, quand je vous dis le néant permet le surgissement de l'être, ça paraît un petit peu hermétique, mais
moi je vous dis ce qui se trouve dans les écrits de Heidegger. Hein. Parce que c'est ce néant qui, comment dirais-je, je vous ai dit, à contrario, permet ce surgissement de l'être. Ce que Heidegger appelle le Dasein. Le Dasein, cet être-là, cet être jeté, c'est une expression qu'il utilise, va pouvoir être le réceptacle de l'être. Donc le Dasein, ce n'est pas l'être, c'est le réceptacle. Il peut être le réceptacle de l'être. Entendu? Prenons le cas de Prométhée. Vous connaissez le mythe de Prométhée, ce titan qui appartient à une génération antérieure au dieu Olympien, qui a été chargé avec son frère Épiméthée, c'est pas par hasard que l'un s'appelle Prométhée, l'autre Épiméthée. Il était chargé, avec son frère Titan également Épiméthée, de distribuer des qualités aux êtres, aux animaux, aux plantes. Épiméthée a distribué toute une série de qualités. Aux oiseaux, la capacité de voler, aux poissons, la capacité de nager, etc., etc., etc. Et puis on arrive à l'homme. On a tout distribué, il ne reste plus rien. Il ne reste plus rien pour l'homme. Et alors Prométhée va leur donner, puisqu'il n'a plus de qualité à lui attribuer, il va donner à l'homme le feu et la technique. Vous savez qu'il en sera puni, hein? Vous connaissez la suite du mythe. Donc l'homme est le réceptacle là, il n'y a plus rien à donner. Donc, dans le néant, l'homme va être le lieu, le fameux Dasein, dont je vous parlais, il va être l'être qui va être le réceptacle, donc le néant à partir duquel va surgir l'être, va surgir quelque chose. Je reviens à la question de départ, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Le quelque chose, dans la question, c'est ce que Heidegger appelle l'étant, le Sein de tout à l'heure. C'est l'objet de la métaphysique. Tandis que lui, il ne s'intéresse pas au quelque chose, Heidegger, il s'intéresse au il y a. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Donc c'est le il y a qui l'intéresse. Ce n'est pas le quelque chose, objet de la métaphysique, qui s'intéresse aux étangs. Enfin, c'est la science qui s'intéresse aux étangs, mais je vous ai dit que la métaphysique est le prolongement et l'aboutissement de la démarche scientifique, qui veut définir l'être. Et ce il y a, c'est quelque chose qui se donne. En allemand, d'ailleurs, il y a, ça se dit es gibt. Je l'écris au tableau. Et es gibt, c'est cela donne. C'est ça donne en allemand. Le il y a. Es gibt. Donc c'est là. Es, c'est le pronom démonstratif. Ici, et gibt, c'est la troisième personne du singulier du verbe geben, donner. Alors, deuxième moyen, après l'ennui qui permet, selon Heidegger, d'atteindre l'être, c'est la joie. Alors, la joie, de nouveau, Heidegger prend les choses à contrario. Il dit, quand on a un ami, quand on a quelqu'un que l'on aime, tout simplement, un parent, un amant, tout ce que vous voulez, on a, à un moment donné, on ressent de la joie. La joie des retrouvailles. Eh bien, cette joie, à contrario, nous fait poser la question du néant. Si j'ai de la joie, c'est parce qu'il y a quelqu'un, et donc c'est ce quelqu'un qui me fait comprendre qu'il pourrait ne rien y avoir.
je reviens à la question de départ, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Eh bien, cette question-là, on la ressent intellectuellement, à partir de la joie qui nous montre en creux ce que c'est que le néant, l'absence de l'autre. Eh bien, l'absence de l'autre. Autrement dit, le néant pour l'amant. Troisième voie d'accès à l'être, l'angoisse. Alors l'angoisse, pour lui, c'est la peur d'on ne sait quoi. Quand on a une peur, on sait pourquoi on a peur en général. J'ai peur de me faire mordre par un chien, j'ai peur de rater mon examen. Tandis que l'angoisse est un phénomène de type existentiel. On a peur, mais on ne sait pas de quoi on a peur quand on est angoissé. L'angoisse nous mène à l'inquiétude métaphysique. Elle nous conduit à nous poser la question du néant, et en creux, de nouveau, à contrario, celle de l'être. Autrement dit, pour Heidegger, il faut entendre la vérité non pas dans son sens usuel, c'est-à-dire d'adéquation entre le jugement et la réalité. Vous êtes d'accord? Si je dis « cette chaise est brune », la chaise que j'ai devant moi, il y a mon jugement, je dis que cette chose est brune, or cette chaise est vraiment brune. Donc il y a adéquation entre ce que je dis sur la chaise et sur ce qu'elle est vraiment. Ce qu'elle est vraiment, c'est la réalité. La vérité, c'est l'adéquation entre ce que je dis, ce que je pense, ce que je juge, et ce qu'elle est. C'est ça la vérité. Imaginez que je sois daltonien. Il y a une table rouge devant moi. Cette table est rouge. Je suis daltonien, je la vois verte. Je dis que cette table est verte. Or, elle est rouge. Donc, dans ce cas-là, on dira que mon discours n'est pas vrai. Parce que entre ce que je juge, entre mon jugement et d'autre part la réalité, il n'y a pas adéquation. Donc je ne suis pas dans un discours vrai. Or, pour Heidegger, la vérité, ce n'est pas cela. Ça, c'est la vérité de type cartésien. La vérité, pour Heidegger, consiste à dévoiler l'être, essayer de le dévoiler, de le trouver. Or, l'être ne se dévoile que rarement, il faut être à l'écoute de l'être. Il faut être, par les voies que j'ai déjà mentionnées, la poésie, l'ennui, la joie, l'angoisse, percevoir qu'il est là, l'être. Donc, pour Heidegger, la vérité, ce n'est pas l'adéquation entre le jugement et la réalité. Pour lui, la vérité, c'est le dévoilement qui nous permet d'accéder à l'être. Le mot dévoilement, en grec, est en fait, le mot dévoilement, c'est la traduction littérale du mot vérité. Vérité en grec, ça se dit aletheia. Et aletheia, ça veut dire le dévoilement. Or, vous savez que Heidegger essaye toujours de remonter dans l'étymologie pour retrouver le vrai sens des mots. Je vais écrire aletheia au tableau.
effet, ça veut dire le voile en grec. Donc, a et a, privatif, donc c'est le dévoilement. Le dévoilement. Vous vous souvenez, on avait déjà trouvé cette notion-là avec la notion d'apocalypse. Hein. Je vous ai dit que l'apocalypse, ça veut dire le dévoilement et ce n'était pas la catastrophe. On dit souvent. Puisqu'il peut y avoir des apocalypses, non pas seulement de la fin, mais du début. Vous vous souvenez du judaïsme? Vous avez parlé de ça à propos de Daniel. Hein? 2e siècle avant Jésus-Christ, vers 160. Bon. Alors, je réfléchis si j'ai encore des choses importantes à vous dire, parce qu'il ne faut pas rentrer dans trop de détails. Le but, c'est que vous compreniez, j'allais dire l'essence, mais attention, c'est un mot dangereux en philosophie. Hein, quand on parle d'essence, de la pensée de Heidegger. Il convient peut-être maintenant de voir quelle a été sa postérité. Il a une postérité importante. Il a une postérité aussi bien en France qu'en Allemagne. Et parmi les gens qui ont suivi la voie de l'existentialisme, il y a tout d'abord, je ne vous parlerai pas de Jaspers, mais je vous parlerai peut-être un petit peu de Sartre et de Camus, parce que ce sont des auteurs qu'on lit, hein, parce qu'en fait ce sont essentiellement des écrivains qui ont publié, en tout cas pour Camus, des œuvres théâtrales, des articles de journaux, des romans, Sartre également, sauf que Sartre écrit vraiment des ouvrages de philosophie assez conséquents, hein, et donc par conséquent ils ont mis sous une forme littéraire leurs pensées, ils sont beaucoup plus accessibles évidemment que Heidegger. Alors Sartre tout d'abord. Alors Jean-Paul Sartre, c'est un grand intellectuel français qui a fait ses études à l'École normale supérieure à la rue d'Ulm, à Paris. Vous savez que c'était le compagnon de Simone de Beauvoir, qui a participé à l'émancipation de la femme en publiant Le deuxième sexe. Et Sartre publie en 1938 La nausée, en 1943 il publie L'être et le néant, à ne pas confondre avec Être et temps, et en 1946 il publie L'existentialisme est un humanisme. Son ouvrage le plus important, c'est sans doute L'être et le néant, qui est un ouvrage philosophique. Alors c'est un ouvrage qui est un ouvrage philosophique, hein, donc c'est pas tout à fait seul, mais il prend toute une série d'exemples qui sont tirés directement de la vie quotidienne. Et l'exemple le plus parlant et le plus pédagogique, c'est sans doute celui du garçon de café. Vous avez peut-être étudié cela dans l'enseignement secondaire dans le cadre du cours de français. Pour lui, il critique la position de l'individu qui veut être identique à lui-même. Pour Sartre, en effet, l'être humain, c'est celui qui est le réceptacle de tous les possibles, et pour lui, c'est dans son existence qu'il va se construire. D'où le terme d'existentialisme, qui s'oppose au terme d'essentialisme, qu'on retrouve déjà chez Leibniz, dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, l'essentialisme. Pour Leibniz, c'est l'essence qui précède l'existence. Autrement dit, l'objet est là avant l'idée de l'objet. Chez Sartre, au contraire, l'être humain n'est pas un concept. Il existe. Il existe d'abord. Il n'est pas un concept, l'être humain. Il existe. C'est pour ça que l'existence précède l'essence. L'existence est première. Et dans le cas du garçon de café, eh bien, le garçon, il met en scène une situation où le garçon de café joue au garçon de café.
Donc il joue son propre rôle, il veut être identique à lui-même, et en fait ce n'est pas lui-même, c'est au rôle social qu'il a choisi et on lui attribue. Donc il joue garçon de café, vous avez déjà vu ça, hein, vous allez dans un café, à un moment donné, d'ailleurs nous sommes tous, enfin beaucoup de gens, jouent leur propre rôle dans la vie. Donc ils jouent la comédie. Donc le garçon de café, il présente ça, je ne sais plus, enfin bon, ça se passe à Paris, le garçon de café joue au garçon de café, c'est-à-dire à Monsieur Voudret, etc. Bon monsieur, il fait les gestes qu'il faut, etc. Mais il est comme dans une pièce de Molière, et il joue son personnage. Et pour Sartre, il dit, mais il veut être identique à lui-même, donc il se ment, parce qu'il n'est pas garçon de café, en fait. Garçon de café, c'est le rôle qu'il joue à ce moment-là. Et il critique notre société, qui a des fins de type essentialiste, dans la mesure où, en vieillissant, on devrait enfin atteindre notre essence dans notre société, enfin devenir ce que l'on est, arriver à l'aboutissement de son destin. Et il critique cela. Pour Sartre, qui est athée, qui est un humaniste mais athée, tout est absurde, puisque rien n'a de sens a priori. Évidemment, si vous ne croyez pas en Dieu, il n'y a rien qui garantit, évidemment, et qui donne du sens a priori à votre existence. Vous êtes un être là, vous êtes un Dasein, vous êtes jeté là, vous êtes jeté là. Et qui va donner du sens à votre existence sinon vous-même? Donc vous allez construire votre vie et vous êtes fondamentalement libre parce que le monde est absurde, parce qu'il n'y a pas de sens a priori au monde. Donc vous allez construire. Et c'est ainsi que l'on trouve sous la plume de Sartre cette formule paradoxale selon laquelle nous sommes condamnés à être libres. Vous voyez évidemment le paradoxe dans cette phrase. Nous sommes condamnés à être libres. On ne peut pas imaginer deux termes ou deux concepts qui soient plus opposés que la liberté et la condamnation. Nous sommes condamnés à être libres, puisque rien n'a de sens et qu'après nous, il n'y aura quand même plus rien. Donc, si vous ne donnez pas du sens à votre vie, effectivement, votre vie est absurde. Si maintenant vous lui donnez du sens, eh bien voilà, vous ferez quelque chose qui aura du sens. Ce qui explique les positions engagées que Sartre lui-même a eues dans la vie civile. Sartre lui-même, c'est l'exemple type de l'intellectuel engagé. Au moment de mai 68, il a distribué des journaux maoïstes comme La Cause du Peuple. Il s'est même fait embarquer dans une camionnette de police. Mais De Gaulle, à l'époque, il ne se prenait pas pour n'importe qui, a dit « on n'enferme pas Voltaire », quand même, parce qu'il avait conscience que sinon il se mettait dans la position de la dictature Louis XIVienne. Sartre a également, comment dirais-je, harangué les ouvriers sur un tonneau devant les usines de Boulogne-Billancourt. Donc c'était un intellectuel engagé. Donc, Heidegger prend sa carte au parti nazi, national-socialiste allemand. Je vous ai dit qu'à ce moment-là, en tout cas, de manière claire, mais de manière plus diffuse dans la suite de son existence, le national-socialisme correspondait à une idéologie qui permettait au peuple allemand d'atteindre son destin, autrement dit son Dasein. Alors, la position de Heidegger a été très critiquée, bien entendu. Alors, il y a des exégètes, des philosophes qui disent « mais non, dans le fond, il n'était pas nazi », il y en a d'autres qui disent « mais oui, c'est incontestable, il suffit de relire l'introduction à la métaphysique
et la manière dont il critique de manière sous-jacente les États-Unis et l'URSS en 1927, hein, ce qui est sûr, c'est qu'il était nazi à un moment donné. Le problème est de savoir, a-t-il continué à l'être par la suite? Mais en tout cas, quand on lit son interview au Spiegel de 1966, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de doute à avoir. En tout cas, j'ai réécouté une interview de Martin Heidegger avant 1976, date de sa mort, et vous savez, il parle un petit peu comme la Pythie de Delphes. Hein. Alors, vous savez, ça vole très haut, et alors il faut le lire au deuxième ou au troisième degré, il faut l'écouter. Il s'identifie lui-même un petit peu à l'être dont qu'il faut essayer de dévoiler en tendant l'oreille. Hein. Mais c'est en tout cas une pensée qui paraît pour le moins ambiguë, même s'il apparaît comme le grand intellectuel qui vit dans des sphères éthérées. Alors, si je vous parle de ça, c'est parce que je parlais de Sartre quelques instants plus tôt, et je vous disais, donc, il y a quelqu'un qui pourrait me rattacher mon propos à ce que je disais de Sartre, parce que si j'ai parlé de Heidegger, c'est qu'il y avait une raison. Comment? Oui, engagé dans la vie sociale. Voilà, c'est ça. Bon, je ne sais plus pourquoi j'ai parlé de Heidegger. Oui, c'est à propos d'engagement, oui, c'est ça. Hein, je vous ai dit que Sartre est un homme engagé, mais lui d'extrême gauche, hein, puisqu'il a distribué des tracts et des journaux maoïstes, tandis que Heidegger, il est évidemment à l'autre bout, bien que issu d'un même courant qui est l'existentialisme. Alors maintenant, le cas d'Albert Camus, que vous avez sans doute étudié dans l'enseignement secondaire, hein, lui met en évidence la notion aussi d'absurdité. Hein. Pour Camus, il n'y a qu'une seule question qui doit être posée, c'est pourquoi nous ne nous suicidons pas, puisque rien n'a de sens a priori. Si la vie n'a pas de sens, puisque tout est absurde a priori, pourquoi ne pas se suicider? Il se fait que lui-même, il est mort dans un accident de voiture. Alors bon, est-ce que c'est un acte manqué, hein? Il est arrivé sur un arbre, il est mort sur la route de Sens en 1960. Hein? Mais en tout cas, il est mort très tôt, hein? Il n'avait pas une cinquantaine d'années, quelque chose comme ça. Mais la conclusion, en tout cas, que Camus en tire, c'est il ne faut pas se suicider. Il faut simplement avoir une vision pessimiste d'existence. Il ne faut pas avoir d'illusions. Il faut vivre sans avoir d'illusions. Et toute la question de savoir, je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu le mythe de Sisyphe, hein, de Camus. Eh bien, vous savez, Sisyphe, c'est cet homme qui est condamné à pousser une pierre au sommet d'une colline. Et quand il arrive au sommet de la colline, la pierre redescend, roule de nouveau de l'autre côté. Et il est condamné à faire ça indéfiniment. Hein, vous savez, c'est comme le tonneau des Danaïdes, hein, qu'on remplit, et puis comme c'est un tonneau percé, le tonneau des Danaïdes n'est jamais rempli. Eh bien, la question, c'est de savoir finalement, qu'est-ce que pense Sisyphe, hein, une fois que son boulet, hein, se retrouve en bas après avoir descendu la colline de l'autre côté. Parce que c'est absurde. Vous êtes condamné à pousser une pierre qui, au sommet, va redescendre. Et ce sera infini. Donc c'est insensé. Donc Sisyphe ne pourrait avoir comme seul échappatoire que le suicide, finalement, pour sortir de ce destin insensé. Eh bien, pour Camus, il ne faut pas avoir d'illusions. On sait que le monde est absurde. Il faut le vivre, voilà, et lancer des messages, ce que lui a fait en écrivant ses différents livres. Entre autres, Caligula, qui est l'histoire de cet empereur romain du 1er siècle, qui est fou, hein, mais dans la pièce, il joue un rôle tout à fait admirable. Hein. Pensez également à l'étranger, hein, le thème de l'aliénation, de Meursault, hein, qui tue, qui ne sait pas pourquoi il a tué, qui devient étranger à lui-même, parce que c'est ça la notion d'étranger. Il est étranger à lui-même, c'est pas seulement qu'il est étranger pour les autres, c'est il est étranger à lui-même.
Mais l'est-il vraiment? C'est toute la question qui est posée par le livre. Et alors on a un sentiment un petit peu qui est celui du procès de Kafka, évidemment. Hein. On ne sait même plus, à un moment donné, on ne sait même plus pourquoi il est accusé, quoi. C'est ce que je veux dire. Non. D'autant plus que vous savez que dans Meursault, on en a fait l'analyse même linguistique et psychologique. Meursault, hein, c'est aussi la mer et le soleil. La mer liquide et le soleil, mais derrière la mer liquide et le soleil, il y a la mer et le père. Voilà. Alors, je vais vous montrer maintenant quelques livres. Hein. D'abord, concernant les sources de Heidegger, un ouvrage que je vous ai déjà montré dans le passé, Les écoles présocratiques. Alors, c'est un recueil de fragments, donc 6e et 5e siècle avant Jésus-Christ, recueil dont c'est, enfin, auteur, comment dirais-je, repris dans cet ouvrage, qui ont été la base de la pensée de Heidegger. Je l'ai dit, ces auteurs, pour lui, il les vénérait car ils étaient à l'écoute de l'être. Pour lui, la philosophie grecque s'est fourvoyée après les présocratiques. Donc pour lui, Platon et Aristote sont déjà sur une mauvaise voie. Alors, autre auteur qu'il critique cette fois, et qu'il ne vénère pas, c'est Leibniz, ce philosophe allemand de la fin de la deuxième moitié du XVIIe siècle. C'est pratiquement l'exact contemporain, quand vous voyez les dates, de Louis XIV. Alors il critique Leibniz parce que pour lui, là c'est la voie de la métaphysique qu'il ne suit pas, puisque pour lui tout s'explique par Dieu, ce qu'on appelle un système de théodicée. C'est une théologie, comment dirais-je, oui, un système philosophique dont la garantie est Dieu. Comme chez Descartes d'ailleurs. Alors il a beaucoup travaillé sur Kant, bien entendu, critique de la raison pratique et critique de la raison pure, deux ouvrages fondamentaux, 1788, et surtout la critique de la raison pure de 1781. Alors je vous montre l'édition bilingue des poèmes de Hölderlin, chez Aubier. Alors la notion d'angoisse, il l'apprend principalement chez Kierkegaard, et son traité du désespoir. Oui, c'est un auteur danois, dont on peut voir la statue assise devant l'université de Copenhague. Alors, Nietzsche, vous en ai parlé, puisqu'il critique Nietzsche et sa volonté de puissance, la puissance pour la puissance, la domination pour la domination. Vous savez que Nietzsche a été utilisé par les nazis aussi, en particulier sa notion d'Übermensch, de surhomme. Alors je vous conseille en particulier Par-delà le bien et le mal, c'est une source importante pour Heidegger, et en 10-18, et la généalogie de la morale en folio. Alors son maître, je n'ai pris qu'un ouvrage ici avec moi, parce qu'il me paraît plus lisible que d'autres, aux éditions de Minuit, La Terre ne se meut pas. Alors je vous ai dit que Husserl est à l'origine de ce mouvement philosophique auquel appartient Heidegger, et puis alors une série d'auteurs que je vais citer d'ailleurs ici. Alors je vous conseille le numéro 403 de 2001 du magazine littéraire consacré à ce courant philosophique. Alors, justement, parmi ceux qui ont suivi Husserl, il y a le grand Merleau-Ponty, Maurice Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception en Gallimard. Sur l'existentialisme maintenant. Vous avez le numéro de 320 du magazine littéraire sur ce sujet-là, de Kierkegaard à Saint-Germain-des-Prés. Alors, il y a un numéro, ça vous trouverez d'abondants
livre sur Sartre, bien sûr. Il y a le numéro 282, toujours du magazine littéraire. Si je vous montre souvent le magazine littéraire, c'est parce que c'est très accessible et que ce sont des articles de 2 ou 3 pages qui éclairent un aspect de la personnalité. Donc, partez de ce qui est le plus simple. Hein. Quand on étudie la philosophie ou quoi que ce soit, on part du plus simple et on va vers le plus complexe. Hein. C'est un petit peu logique. Hein. Alors, de Sartre de 1938, il y a bien sûr La nausée. Hein. Alors, un ouvrage, un roman qu'il faut lire aussi, c'est bien sûr Huis clos. Hein. Le fameux L'enfer, c'est les autres, hein, sur l'absurdité. Et alors son grand ouvrage de 1943, publié en pleine guerre, hein, L'être et le néant, chez Gallimard. Toujours de Sartre, l'existentialisme est un humanisme, chez Nagel, mais ça a été réédité en folio. Alors, le titre c'est L'existentialisme est un humanisme. Heidegger a écrit une lettre sur l'humanisme. Mais, à l'inverse de Sartre, la lettre sur l'humanisme de Heidegger est une lettre contre l'humanisme, parce que lui, l'humanisme qui naît au XVIIe et surtout au XVIIIe siècle, à l'époque des Lumières, hein, est lié à la technique et conduit justement à un problème qui ne peut pas avoir de solution et qui conduit à la fin de l'humanité. Donc l'humanisme conduit paradoxalement à la fin de l'humanité puisqu'il conduit à l'individualisme. Alors, de Sartre encore, situation philosophique chez Gallimard. D'Albert Camus, L'homme révolté. Je ne vous montre pas ses romans, ses pièces de théâtre, je montre les ouvrages proprement philosophiques. Donc, L'homme révolté. Alors, le mythe de Sisyphe. Oui, parce que chez Camus, la révolte est la solution à l'absurdité de la vie. En idée Gallimard. Et alors, je vous conseille aux éditions Frémaux, vous savez qu'ils publient des enregistrements audio tout à fait remarquables. Alors là, c'est L'étranger, c'est l'intégrale lue par Albert Camus lui-même. Rien de tel que d'entendre un roman lu par son auteur, parce qu'il met évidemment le ton et l'expression là où il faut la mettre, chez Frémaux. Hein, il y a quand même des étudiants en français ici, il y en a quelques-uns, et donc ce serait peut-être bien, quand vous aurez des sous à Noël, de vous faire acheter ce genre d'enregistrement et d'écouter Camus lui-même lisant L'étranger. Même chose pour Caligula, toujours aux éditions Frémaux. C'est super, vous savez. Alors, je passe maintenant à une de ses élèves, qui était son assistante. Alors je vous ai dit qu'il a pris sa carte au parti nazi, mais ça n'a pas empêché d'avoir toute une série de disciples juifs, avant la guerre et après la guerre. Ils sont restés fidèles à sa pensée. Vous imaginez, hein? Alors il y a tout d'abord Hannah Arendt, qui a fait sa carrière aux États-Unis, qui était spécialiste de philosophie politique. Alors je vous renvoie au numéro 337 du magazine littéraire. Une grande dame, vous savez, moi, vous allez bientôt savoir tout ce qu'il y a chez moi, mais sur toutes mes cheminées, mais sur un des meubles chez moi, j'ai un portrait d'Hannah Arendt, c'est quelqu'un que j'aime bien, personnellement. Alors, ensuite, une biographie d'Elisabeth Jung-Brühl, chez Kalman-Levy. Alors l'avantage de ces biographies, c'est que ça vous permettra aussi d'identifier les visages de tous ces personnages qui sinon resteraient des entités éthérées. Alors son grand ouvrage, Le système totalitaire, alors c'est au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, elle a montré déjà dans cet ouvrage que finalement le système nazi et le système stalinien participent d'un même processus qui est le totalitarisme. Donc elle est à l'origine de la notion de totalitarisme. Alors la crise de la culture, en folio essai et en presse pocket, du mensonge à la violence, toujours d'Hannah Arendt. Alors, un autre auteur juif d'origine lituanienne, comme son nom l'indique, Emmanuel Levinas. Quand vous voyez des noms qui se terminent en as, ça peut être des noms grecs, mais ça peut être des noms lituaniens aussi. Hein. Alors, une biographie d'Emmanuel Levinas,
juif donc, il était professeur à la Sorbonne, mais influencé par Heidegger. Il considère en fait que le premier Heidegger est très intéressant, celui de 1927, c'est-à-dire celui de être et temps, hein, Sein und Zeit. Il considère que Heidegger s'est fourvoyé et s'est perdu dans toutes ses étymologies par la suite, en particulier donc dans l'introduction à la métaphysique. Alors, toujours de Lévinas, ici, des entretiens. Alors, partez peut-être de là pour étudier la pensée de Lévinas, de Michael de Saint-Cheron. Entretien avec Lévinas, ce sont des entretiens qui datent de 92-94, en biblio-essai. Du même, toujours, totalité infinie. Il a évidemment vécu dans les camps pendant la Deuxième Guerre mondiale. Éthique et infinie. Toujours dans la collection Biblio-Essai, Dieu, la mort et le temps. Et enfin, je vous conseille d'écouter chez Frémaux, dans l'anthologie sonore de la pensée française, le CD numéro 5, où Lévinas, on entend la voix de Lévinas pendant 10 minutes, un quart d'heure, parlant de la pensée de Heidegger. Alors, un grand ouvrage, maintenant je vous parlerai la semaine prochaine, hein, on a encore un cours sur le structuralisme la semaine prochaine, sur Lévi-Strauss et sur Michel Foucault. Alors là, c'est un ouvrage qui date de 1966, Les mots et les choses, et sa préface est vraiment, tout l'ouvrage est vraiment heideggerien. Je l'ai enregistré sur CD, si vous pouvez également le télécharger la préface en audio, hein, donc sur le serveur de la Haute École. Alors Derrida, autre auteur juif, Jacques Derrida, influencé également par Heidegger. Oui, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que Lévinas, en fait, a trouvé chez Heidegger la notion d'altérité. Pour lui, l'être, c'est l'autre, pour Lévinas. Alors, j'en arrive à Derrida, un dialogue avec Elisabeth Roudinesco, en Chant-Flammarion, donc c'est un moyen aisé d'aborder la pensée de Derrida, qui est un auteur assez difficile, assez hermétique. Alors, le numéro 286 du magazine littéraire. Je vais peut-être vous montrer une photo de Derrida, comme ça vous voyez qui c'est. Hein. Je sais qu'il y en a l'une ou l'autre là-dedans. Attendez. Ça, c'est toutes des petites photos. Ah, voilà. On voit Derrida. Alors, position aux éditions de Minuit. Foi et savoir. En essai, sur parole, instantané philosophique aux éditions de l'Aube. Et alors, vous connaissez mon intérêt pour la voix en général, et je vous conseille, alors édité par Antoinette Fouque, dans la collection des femmes, Circonfession. Alors là, vous voyez évidemment le jeu de mots. Hein. Ça va? Là-dedans, dans Circonfession, vous avez confession, et vous avez circonfession. Il est juif, donc il était circoncis. Donc vous voyez, c'est lié justement au problème de la coupure. Alors maintenant, sur Heidegger, évidemment, ce serait insensé de vous montrer des tas de livres, sauf justement sur le personnage qui nous a intéressés. Alors vous connaissez peut-être Luc Ferry, qui était ministre de l'Éducation nationale, qui est un homme politique français, encore maintenant, hein, qui enseigne la philosophie à Paris, je crois que c'est à Paris 7. Hein. Il a sorti chez Frémaux 3 CD sur la pensée de Heidegger, qu'il analyse. Alors, un petit livre pour lequel il faut peut-être commencer, Heidegger, aux éditions de Milan, les éditions Milan de Bertrand Vergely, Heidegger ou l'exigence de la pensée. Vous savez, les essentiels Milan, ce sont des petits livres de 70 pages où on explique de manière très simple et très pédagogique la pensée des philosophes, entre autres. Mais il y a des essentiels Milan sur des tas de sujets qui n'ont... sur l'actualité, la prostitution, des phénomènes de société, la science, etc. La psychanalyse. Alors, un ouvrage qui se lit agréablement de Georg Steiner, Martin Heidegger, en Chant-Flammarion. Steiner est très lisible, hein, c'est un écrivain, c'est pas un philosophe, hein, il écrit vraiment très très bien et c'est très lisible. Alors, la biographie de Rüdiger Safranski, Heidegger et son temps,
en livre de poche. Et enfin, présentation de Heidegger, Les chemins d'une pensée, publié par le magazine littéraire en 2006. Alors là, vous voyez la photo de Heidegger. Et je le montre pour ceux qui ne la voient pas, mais qui le verront sur le DVD. Qui ressemble d'ailleurs étonnamment à celui qui fut mon maître à l'université, Maurice Arnaud, mais alors qu'il n'y avait pas de lien entre les deux. Alors, oui, alors ça s'appelle Les chemins d'une pensée. Hein. Il expliquait lui-même que la philosophie, mais il la concevait, en fait, c'est en marchant que la pensée surgissait. Ça fait un petit peu penser à Emmanuel Kant, hein, qui faisait toujours le même chemin entre son domicile et l'université, et seulement ce chemin-là à Königsberg. Hein. Alors, en plus oriental. Alors, Martin Heidegger, Introduction à la métaphysique, c'est le fameux ouvrage dont je vous parlais tout à l'heure, hein, où il travaille surtout sur les étymologies. Du même auteur aux presses universitaires de France, qu'appelle-t-on pensée? Oui, la pensée, c'est... La vie, c'est la pensée. Alors, en Gallimard, question 1 et 2. Question 1 et 2. Voilà. Alors, je vous ai montré un certain nombre d'ouvrages, un certain nombre d'enregistrements. Mon objectif, vous comprenez bien, quand je vous montre tout ceci, c'est essentiellement d'inciter l'un ou l'autre, dans 5 ans, dans 10 ans, peut-être en revoyant l'un des enregistrements, à se dire « Ah, mais finalement, cet auteur-là, il ne m'intéressait pas il y a 10 ans, et maintenant, il me dit quelque chose. J'ai envie d'approfondir. » Alors évidemment, entre-temps, il y aura des tas d'ouvrages qui auront peut-être paru sur le sujet, mais au moins, vous aurez les commentaires que je vous aurai donnés, souvent très très courts, malheureusement, hein, et qui pourront peut-être vous inciter à approfondir une pensée. Et je crois que la philosophie, vraiment, on ne peut pas en faire l'économie, vous savez. Enfin, il me semble. Hein, c'est quand même dommage de passer dans une époque en ne connaissant pas quand même des solutions, ou à défaut de solutions, la manière dont certains problèmes ont été posés par nos ancêtres, par nos contemporains, et sinon vous êtes effectivement dans un monde absurde, et vous êtes comme un être là, mais un être là qui ne pense pas. J'ai dit.